السلام عليكم الزول الفلاون، الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم الموضوع انتخابات تاع 2029. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ce sont les élections présidentielles de 2029. Comme vous le savez, j'ai déclaré ma candidature. En tout cas, je suis candidat à la candidature aux élections présidentielles de 2029. C'est la troisième candidature et vous avez pu remarquer que lors de ma première déclaration de candidature en 2014, le régime Bouteflika m'avait mis des obstacles. Et ensuite, en 2019, lors de la deuxième déclaration de candidature aux élections présidentielles, le même régime Bouteflika a fait annuler l'élection présidentielle, car comme vous l'avez vu de vos propres yeux, ma candidature avait suscité un énorme enthousiasme dans tout le pays auprès de la jeunesse algérienne. Il suffit de regarder les vidéos, de lire la presse de l'époque, car à l'époque, la presse algérienne parlait de mes candidatures. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis totalement boycotté, aussi bien par la presse algérienne que par la presse internationale. Heureusement qu'il y a la presse musulmane, notamment en Indonésie, qui parle régulièrement de moi, eu égard à mon combat pour les libertés publiques pour les musulmanes en Europe. Ce que je retiens de mes deux précédentes déclarations de candidature, c'est qu'à chaque fois, le pouvoir en place a bloqué mon dossier. Pourquoi? Car j'étais celui qui était en pole position pour accéder au palais d'El Mouradia. Et comme vous avez pu vous en rendre compte lorsque j'ai déclaré ma deuxième candidature en janvier 2019, j'étais le seul candidat qui a réussi à mobiliser la jeunesse algérienne sur le terrain. Aucun autre candidat n'avait réussi à le faire, et cela depuis le précédent du fils en 1990 et en 1991. Donc j'étais devenu très rapidement l'homme politique le plus populaire d'Algérie. Alors évidemment, quand on devient populaire, cela suscite de la jalousie, de l'envie. Les partis politiques classiques qui sont incapables de mobiliser le peuple algérien sur le terrain ont tout fait pour saboter ma candidature, et c'est la raison pour laquelle le général Gaïd Salah avait décidé d'annuler l'élection présidentielle de 2019, car évidemment, face au cadre Bouteflika, nous avions toutes les chances de remporter l'élection présidentielle qui devait avoir lieu en avril 2019. Ce que j'ai retenu de ces deux précédentes déclarations de candidature, c'est non seulement que le pouvoir en place n'accepte pas qu'un homme politique soit populaire et devienne président démocratiquement, ça c'est le premier enseignement, et la deuxième chose que j'ai tirée de mes deux précédentes déclarations de candidature, c'est qu'il y a des forces au sein de la société algérienne, au sein de l'oligarchie algérienne, qui ont peur pour leurs privilèges. Comme vous le savez, je suis un homme incorruptible. Je n'ai pas de foin dans mon ventre et donc je n'ai pas peur du feu. Et dans un système autoritaire comme le système autoritaire algérien, on ne laisse des femmes ou des hommes accéder à des fonctions politiques que si il y a un dossier contre eux. Et vous avez pu vous en rendre compte, personne dans le monde entier n'a un dossier contre moi. C'est la raison pour laquelle j'ai une totale liberté d'expression, que ce soit en Algérie, en France, aux États-Unis, en Espagne ou partout ailleurs. Je n'ai pas de dossier. Il n'y a pas de dossier Epstein en ce qui concerne Rachid Nekes, par exemple. Il n'y a pas de dossier de Panama Papers concernant Rachid Nekes. Il n'y a rien contre moi. Et un homme qui est propre, qui est honnête, qui est incorruptible, évidemment, ce n'est pas un bon choix pour le pouvoir algérien, qui préfère mettre en avant des hommes et des femmes contre lesquels ou sur lesquels il y a des dossiers inquiétants. C'est la raison pour laquelle vous avez pu remarquer que les médias algériens ont reçu instruction du pouvoir politique algérien pour ne jamais parler de moi, ni de mes actions quand je défends l'Algérie, ni de la dénonciation des contrats de gaz et de pétrole
qui ont été prolongés pendant 35 ans avec des mafias internationales. Et j'en ai parlé longuement. La mafia française de Total, la mafia italienne de Eni, la mafia indonésienne de Pertamina et la mafia chinoise de Sinopec. Donc il y a un block-out, il y a un embargo total au sujet de ma candidature. Et vous pouvez le constater là aussi par vous-même, aucun média français ou algérien ou européen ou africain n'a voulu parler de ma candidature. Ben, évidemment, vous croyez qu'en Algérie, Mohamed Arqab ou Ahmed Attaf voient d'un bon oeil le fait que je dénonce le fait qu'ils aient menti au président, trompé le président, manipulé le président, en lui faisant signer des décrets présidentiels qui prolongeaient des concessions pétrolières et gazières avec des mafias internationales. Évidemment que non. Et vous savez que notre président, qui est très âgé, malade, il a 80 ans, ne contrôle plus l'Algérie. Il est malheureusement dans une situation de fragilité, de vulnérabilité. C'est la raison par laquelle je ne m'attaquerai jamais au président. Car je vois bien certains commentaires qui me disent « Oui, mais Rachid, tu dénonces tel ministre ou tel autre ministre, mais tu ne dénonces jamais le président. » Mais le président de la République, j'ai été le seul opposant à le soutenir lorsqu'il était chef du gouvernement entre mai et août 2017, lorsqu'il luttait contre la corruption. Et lorsqu'il est devenu président de la République, vous savez que j'étais en prison, la prison d'Orléans, dans notre magnifique pays, et il a essayé de lutter contre la corruption. Mais vous savez, on ne peut pas diriger une nouvelle Algérie avec des hommes et des femmes qui font partie de l'ancienne Algérie. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, le bilan du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'est pas positif. Car les hommes et les femmes avec qui il travaille ont tous travaillé sous les 4 mandats du président Feu Abdelaziz Bouteflika. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il a décidé d'entreprendre, notamment en termes de lutte contre la corruption, a totalement été saboté par les hommes et les femmes qui constituent son entourage. C'est la raison principale qui a fait que j'ai décidé de déclarer ma candidature aux élections présidentielles de 2029 afin de prolonger cette volonté du président Abdelmadjid Tebboune de lutter contre la corruption. Car aujourd'hui, il n'est plus en mesure de lutter contre la corruption. Car à cause de son âge et de son état de santé, il n'a plus la force, il n'a plus l'énergie, il n'a plus l'enthousiasme pour réaliser cette œuvre de salubrité publique. Alhamdoulilah, je me soigne, vous avez vu, après mes 4 détentions en Algérie, je me suis rendu aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, même quand on est presque mort, on arrive à vous redonner la vie. Et vous voyez que j'ai l'envie, la volonté, l'enthousiasme de redresser le pays avec des femmes et des hommes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes convictions et la même volonté de faire de l'Algérie une puissance panafricaine. Oui, faire de l'Algérie une puissance panafricaine. Alors, je reviens aux obstacles qui ont émaillé mes 2 précédentes candidatures aux élections présidentielles de 2014 et 2019. J'ai compris que ce pouvoir algérien a peur de perdre ses privilèges. C'est la raison pour laquelle, anticipant les prochaines pots de banane, les prochains obstacles, que ce soit des obstacles constitutionnels, des obstacles judiciaires ou des obstacles administratifs, j'ai décidé de présenter une liste de 16 choix de plan B qui auront toute ma confiance et, je l'espère, toute la confiance du peuple algérien si ma candidature devait être invalidée par le pouvoir algérien d'aujourd'hui. En 2019, je n'avais pas eu le temps d'expliquer ma stratégie, car vous savez que j'ai étudié l'histoire et la philosophie. Il ne faut jamais annoncer trop tôt une stratégie, car si vous annoncez trop tôt une stratégie, vous pouvez être sûr que le pouvoir en place va tout faire pour casser votre stratégie. Et l'opinion publique algérienne n'avait pas bien compris ma stratégie du plan B avec mon cousin homonyme, Nekaz Rachid, car à l'époque, je n'avais pas le choix. Oui, je n'avais pas le choix. J'avais vu des signes, notamment de Ahmed Ouihia, qui avait modifié la Constitution en février
2016 pour m'empêcher d'être candidat. Vous imaginez, sous le régime de Fouad Bouteflika, ils ont changé, modifié la Constitution pour empêcher un homme, en l'occurrence Rachid Nekaz, et à l'époque, il y avait aussi Ali Benouari, d'être candidat aux élections présidentielles. Vous imaginez? Et il s'est passé la même chose en mars-avril 2019, lorsque le général Gaël Salah a décidé d'annuler purement et simplement l'élection présidentielle pour m'empêcher d'être le prochain président de la République algérienne. Et le hasard de la vie a voulu que c'est grâce à ma candidature et grâce au Hirak Intikhabi, grâce à cette révolte électorale, que le président actuel a été élu. Car je vous le rappelle, avant décembre 2019, personne ne parlait de Si Abdelmajid Tebboune pour être président de la République. Il n'était même pas candidat. Donc c'est parce qu'il y a eu le Hirak Intikhabi, cette révolte électorale que j'ai initiée grâce à ma candidature, qu'il y a eu le Hirak populaire et ensuite le verrouillage de la vie politique algérienne et la candidature surprise de Si Abdelmajid Tebboune. Donc quelque part, c'est grâce à moi que le président de la République actuelle est devenu le chef de l'État algérien. Mais ça, je laisse aux historiens le soin d'analyser chacune des étapes qui a conduit l'actuel président à succéder au président Feu Abdelaziz Bouteflika. En tout état de cause, aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'incarner une alternative en Algérie, car malheureusement, lors de ce deuxième mandat, tout est devenu flagrant, tout est devenu évident, tout est devenu transparent. Le gouvernement algérien a échoué dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines. Domaine économique, domaine financier, domaine social, domaine politique, domaine diplomatique, domaine énergétique. Il a échoué sur tous les plans, à telle enseigne que le gouvernement actuel est obligé de recourir à l'emprunt extérieur, à s'endetter auprès d'institutions étrangères, que ce soit la Banque islamique du développement ou la Banque africaine de développement, pour financer des projets locaux. Car les caisses de l'État sont vides à force de brader nos ressources naturelles, que ce soit le gaz, le pétrole ou les mines. Aujourd'hui, le gouvernement actuel n'a plus d'autre choix que de taper à la porte d'institutions internationales pour boucler le budget du pays. Surtout que nous avons un énorme budget militaire dont il faudrait revoir la configuration, car ce budget militaire n'est plus adapté aux guerres modernes. On a vu ce qui s'est passé entre Téhéran et Tel Aviv. Aucun soldat n'a participé à cette guerre. Je dis bien aucun soldat, aucune mitraillette, aucun char. Les guerres d'aujourd'hui se font avec des missiles balistiques. Combien l'Algérie produit de missiles balistiques? L'Algérie ne produit pas de missiles balistiques. L'Algérie achète des missiles. Elle les achète à la Russie qui nous a tourné le dos au Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la question du Sahara occidental. L'Algérie n'est pas prête pour les guerres modernes. L'Arabie Saoudite l'a compris. C'est la raison pour laquelle en septembre dernier, le prince héritier Mohammed Ben Salman a décidé de nouer une alliance nucléaire stratégique avec le Pakistan pour bénéficier du parapluie nucléaire pakistanais. Car sans parapluie nucléaire aujourd'hui, aucun pays au monde n'est à l'abri d'une attaque étrangère, d'une invasion étrangère, et dans le cas du Venezuela, d'une prise d'otage d'un président d'un pays souverain. Pour cela, il faut ouvrir le débat. Un débat sur toutes ces questions stratégiques, ces questions militaires, ces questions économiques, financières, que je viens d'indiquer. Mais notre pouvoir algérien a décidé de verrouiller l'espace médiatique. Il n'y a que le gouvernement qui a le droit de parler, ou les partis affiliés ou affidés au pouvoir en place. Ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir une Algérie forte, une Algérie développée, une Algérie démocratique. Nous sommes en régression sur tous les plans.
l'Algérie est sur la voie de la Corée du Nord. Oui, notre pays hérité du combat glorieux de nos Shohada, est sur la voie de la Corée du Nord, où toutes les voix dissidentes sont systématiquement neutralisées. Et le dernier exemple en date, c'est celui du professeur Djelloul Slama, brillant économiste qui a osé donner un avis sur un projet économique, en l'occurrence le dossier de Raj Billet, en disant qu'il n'était pas rentable. Ce n'est pas un crime que de dire qu'un projet n'est pas rentable à court ou à moyen terme. C'est la même chose pour la ligne ferroviaire entre Rabdaya Mnia et Tamarasset. C'est un projet qui n'est absolument pas rentable. Idem pour le projet Bachar Tindouf. Est-ce que vous savez il y a combien de villages, combien de villes entre Bachar et Tindouf? Je l'ai faite en voiture. Cette route-là, vous savez que les seuls habitants que l'on découvre sur cette route, ce sont les forces de sécurité. Donc évidemment que ce n'est pas rentable. Évidemment que ce n'est pas rentable. Et ce n'est pas un crime que de dire que certains projets ne sont pas rentables. Les projets qui sont rentables, ce sont ceux qui touchent une forte concentration d'habitants. Et comme vous le savez, 95% du peuple algérien est concentré dans le nord du pays. Donc les seuls projets qui sont rentables sont dans le nord du pays. Pour le reste du pays, il faut développer les routes et surtout les lignes aériennes entre les différents points de notre Sahara. Ce n'est pas un crime que de dire cela. Mais dans cette Algérie nouvelle de 2026, il n'y a de nouveau que le nom. La réalité algérienne en 2026, c'est une réalité régressive sur tous les plans. Regardez notre pauvre dinar. Notre pauvre dinar, vous le voyez, tous ceux qui veulent échanger des dinars contre des euros ou des dollars savent que la valeur du dinar est en régression totale. Notre passeport algérien ne nous aide pas à voyager à travers le monde. Si on n'a pas un visa Schengen pour aller en Europe, c'est impossible d'y aller. Regardez, les États-Unis ont fixé une garantie de 15 000 $ pour aller aux États-Unis. Donc combien d'Algériens ont 15 000 $ pour aller participer à la Coupe du Monde aux États-Unis l'été prochain? Vous savez très bien, très peu, très peu. C'est à la valeur du dinar et à la valeur de notre passeport qu'on peut déterminer si une politique a réussi. Et malheureusement, cette politique a échoué. Je reviens à la stratégie pour 2029. Je sais que le pouvoir algérien ne me laissera pas être candidat. Mais j'ai une capacité de mobilisation extraordinaire en Algérie et auprès de la diaspora. Il suffit de voir les 1600 vidéos que j'ai publiées depuis 2013. Alhamdoulilah. Il y a une espèce de magnétisme entre le peuple algérien et ma petite et humble personne. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir algérien ne veut pas que je devienne le prochain président de la République. Mais je ne suis pas attaché à mon nom. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé pour 2029 de vous présenter 16 choix de plan B. Les premiers choix, ce sont des hommes d'expérience comme le grand Ahmed Ben Bitour. Vous avez vu la première publication que j'ai faite du profil de M. Ahmed Ben Bitour, c'était le 2 janvier dernier. 1 706 000 Algériens l'ont vu. 1 706 000 Algériens. C'est absolument colossal. Colossal, je dis bien colossal. Regardez. 1 706 000. Je vais diminuer la luminosité. C'est colossal. Regardez. 1 706 000 personnes ont vu la publication concernant le grand Ahmed Ben Bitour. Je vous le rappelle, c'est un économiste brillant qui a fait une partie de sa carrière donc, dans des grandes institutions financières internationales, qui était chef du gouvernement lors de la victoire de feu Abdelaziz Bouteflika, donc en 1999. Donc 1 706 000 Algériens ont vu la présentation du profil de M. Ahmed Ben Bitour. Ce qui veut dire que malgré son âge, il est âgé en effet, il bénéficie d'un capital de confiance et de sympathie très important.
il faut le signaler. C'était le 2 janvier. Il y a un jour, 24 heures, j'ai présenté le profil du grand Ali Benflis, un homme d'expérience. Regardez, déjà 1 91 000 personnes ont vu sa vidéo. 1 95 000 personnes. Donc là aussi, c'est colossal. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour des hommes d'expérience. Ce sont des profils qui interpellent, qui intéressent et qui interrogent l'opinion publique algérienne. Donc Ali Benflis, lui aussi, ancien ministre de la Justice, ancien chef du gouvernement. Avant cela, à 24 ans, il était juge, à 27 ans, il était procureur. C'était un des fondateurs de la première Ligue algérienne des droits de l'homme. Bref, c'est un homme d'expérience. Mais il n'y a pas que M. Ahmed Ben Bitoul et M. Ali Benflis. Il y a 14 autres profils de plan B. Il y aura prochainement M. Moustapha Bouchachi, donc Ousted Moustapha Bouchachi. Ça sera le troisième profil que je vais présenter. Il n'y a pas que le. Il y a des constitutionnalistes comme M. Reda Darbar, comme Mme Louisa Etamadouche, comme des avocats comme Maître Zoubida Assoul ou Maître Fatima Ben Barham, ou d'autres anciens hommes politiques, plutôt anciens députés, qui étaient présidents de partis, comme notre Karim Tabou, ou M. Mohsin Belabbès, ou M. Tahar Missoum. Il y a aussi d'autres anciens présidents de partis, comme M. Sofiane Djilali, ancien ministre, comme M. Abdelaziz Rahabi. Bref, il y a des grands hommes politiques, des grands spécialistes par leurs compétences ou par leur engagement, comme M. Abdelrazak Mokri, qui était l'ancien président du MSP. Bref, j'ai décidé de présenter 16 choix de plan B au cas où le pouvoir algérien serait tenté de ne pas accepter ma candidature. Voilà, 16 plans B qui sont disponibles et sur la page Facebook et sur le compte YouTube. 16 choix de plan B. Si nous étions dans une démocratie normale, je n'aurais pas besoin d'imaginer des plans B. Normalement, dans une démocratie normale, vous présentez vos candidatures et c'est au peuple de décider. C'est ça la République algérienne. Vous savez, une république démocratique par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas à une oligarchie de décider qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. C'est au peuple de décider. Mais malheureusement, vous connaissez notre pays. C'est un pays qui a peur du changement. C'est un pays qui a peur des règlements de compte. Mais vous savez très bien que je ne suis pas un homme des règlements de compte. Au moment du Hirak, lorsque le peuple disait « Itnahaou guerre », moi je disais « Nesmhulhum guerre ». Vous vous en souvenez? Je ne suis pas un homme des règlements de compte, comme cela se fait depuis 2019. Ça suffit, les règlements de compte. Barakat, les règlements de compte. Vous trouvez que c'est normal d'avoir autant de généraux en prison, autant de colonels en prison, autant de ministres en prison, autant de premiers ministres en prison, autant de hauts fonctionnaires en prison, autant d'hommes d'affaires en prison, d'entrepreneurs en prison, autant d'hommes politiques en prison, autant de militants des droits de l'homme en prison, autant d'hommes politiques tout court en prison? Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Nous n'avons pas le droit de mettre en prison sur une si longue durée des hommes qui n'ont commis que des crimes financiers ou des crimes de liberté d'expression. Non, c'est pas la Corée du Nord, l'Algérie. L'Algérie est plus grande que les hommes qui dirigent le pays aujourd'hui. L'Algérie, nous l'avons hérité du sacrifice de nos glorieux shuhada, Rabbi yarhamhum. Nous n'avons pas le droit de coloniser le peuple algérien. Oui, je vous le dis publiquement. Le pouvoir en place est en train de coloniser le peuple algérien en le privant de sa liberté d'expression, de sa liberté de participer à la vie politique, à la vie économique de notre pays. Ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle il est important, vital, qu'il y ait, dans un délai raisonnable, un changement politique profond dans notre
pays. Un changement pacifique, un changement démocratique, un changement légal et un changement civilisationnel. On ne peut pas laisser des amateurs et des médiocres diriger notre pays, endetter notre pays, brader nos richesses naturelles à des multinationales étrangères dont certaines sont corrompues. Et j'en ai parlé assez longuement. On ne peut pas laisser cela. On ne peut pas laisser des wilayas entières sans eau, comme la wilaya de Chlef. Pendant un mois, il n'y a pas eu d'eau. À Chlef, vous imaginez? Chlef fait partie des 10 wilayas du pays, des 10 premières wilayas du pays, vous vous rendez compte? On est incapable de fournir de l'eau à une partie de notre population. On est incapable d'apporter, de faire en sorte que les Algériens puissent acheter des pneus. Nos bus n'ont pas de pneus. Il y a 84 000 bus qui sont défectueux en Algérie. Nous avons des accidents dus à des pneus. L'Algérie de 2026 est incapable de produire des pneus de qualité. Ce n'est pas acceptable. L'Algérie ne produit rien, ou presque rien. Nous sommes obligés d'importer 95% de notre blé tendre. Vous imaginez, 95% du blé tendre est importé de l'étranger. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, n'est pas capable de produire du blé tendre. Pourquoi? Car nous avons totalement urbanisé le nord du pays. Et le nord du pays, c'est la partie fertile, c'est la partie cultivable de notre Algérie. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réflexion pour arrêter les constructions dans le nord du pays? C'est au centre et au sud du pays qu'il faut construire. Il faut cesser immédiatement toute construction dans le nord du pays de façon à pouvoir cultiver le nord de l'Algérie. Car sans autosuffisance alimentaire, comment voulez-vous être un pays développé? Comment voulez-vous développer une autonomie dans notre pays si pour manger, il faut importer, si pour manger, nous avons besoin de l'étranger? Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'usine de transformation en Algérie? Pourquoi nous exportons le gaz, le pétrole, les minerais? Il n'y a pas d'industrie de transformation en Algérie. Tout est saboté. Et les seules usines de transformation qu'il y a dans notre pays, ce sont des étrangers qui les contrôlent, notamment Tosyali Algérie. 100% du capital social de Tosyali Algérie est turc. 2 familles turques. L'Algérie a 0%. Est-ce que c'est normal? Une entreprise qui va exporter cette année 4 milliards de dollars d'acier, l'Algérie n'a rien. Et en plus de ça, cette entreprise bénéficie d'un gaz subventionné, comme si c'était Mohamed ou Fatima qui achetait sa bouteille de gaz. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable, car notre pays est corrompu jusqu'à la moelle. Je dis bien jusqu'à la moelle. C'est la République des mallettes. Malheureusement, c'est la République des mallettes, l'Algérie. Regardez ce qu'a fait les anciens ministres algériens comme Chakib Khalil ou des intermédiaires comme Farid Bejaoui ou Nassim Outkaddour. Ils ont ruiné le pays. 1000 milliards de dollars envolés en fumée. 1000 milliards de dollars. Vous imaginez? Car malheureusement, la corruption est un cancer, est un poison en Algérie. Et le président actuel n'a plus la force de lutter contre la corruption. La preuve, il n'en parle plus. Il n'en parle plus, car il est dépassé par les événements. J'ai voulu l'aider. Mais vous voyez bien que son entourage a tout verrouillé. On ne peut plus aider le président de la République aujourd'hui. La seule chose qu'on puisse faire pour lui, c'est de l'encourager à créer le poste de président d'honneur avec une immunité présidentielle, de façon à ce qu'il puisse à tout moment démissionner et organiser des élections présidentielles pour qu'une nouvelle élite politique puisse diriger le pays et puisse défendre la souveraineté nationale sur notre richesse, sur nos richesses naturelles. On ne peut pas brader pendant 35 ans le pétrole et le gaz et les gisements algériens avec cette loi minière. 80% des actions des prochaines sociétés seront attribuées automatiquement aux entreprises étrangères. Mais c'est un scandale. C'est un scandale sans nom. On ne peut pas laisser le pays aller à la dérive. ما نقدروش نخلو بلادنا تروح في الهويه كيما هاك راهي رايحه في الهويه على بالكم راهي في واد راهي داخله في واد البلاد
On ne peut pas, on n'a pas le droit, je n'ai pas le droit. J'ai fait cette promesse à mon défunt papa, le Hajj al-Arbi, Rabbi Rahmo, que j'allais tout faire pour essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Et croyez-moi que cet engagement solennel, je vais le tenir. Oui, cet engagement solennel, je vais le tenir. Et je ne laisserai pas cette nouvelle mafia des 40 voleurs brader les richesses naturelles de notre pays, détruire l'économie de notre pays et détruire surtout l'avenir des prochaines générations. Car l'endettement auquel est en train de recourir le gouvernement actuel, qui va payer? Qui va payer? C'est pas lui, c'est pas les ministres actuels qui vont payer, c'est les 47 millions d'Algériens et les prochains millions d'Algériens à l'avenir qui seront obligés de payer les erreurs de l'incompétence des dirigeants actuels, des dirigeants qui préfèrent acheter un hôtel de luxe à Barcelone, 26 millions d'euros avec des familles légitimes et de l'alcool au lieu d'acheter des pneus pour nos concitoyens algériens. Et aujourd'hui, on est obligé de taper à la porte de l'Afrique pour quémander 3 milliards de dollars. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Tbehdila. Comment l'Algérie, qui a annulé 3 milliards de dollars de dette à 14 pays africains entre 2010 et 2013, est amené aujourd'hui en 2026 à baisser la tête et à dire aux Africains, s'il vous plaît, Sadaka, Sadaka, 3 milliards de dollars, vous vous rendez compte? Et pareil, on quémande à la Banque islamique de développement 3 milliards de dollars. Vous savez pourquoi? Les caisses sont vides. Les caisses sont vides, ya Jamaat al-Khir. Oui, les caisses sont vides. Et bien sûr, le gouvernement n'a pas le courage de dire que les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent, car on a dilapidé l'argent. Ou plutôt, le gouvernement actuel, incompétent et médiocre, a dilapidé les réserves de change de notre pays. Alors certains diront, oui, mais c'est bien de développer des chemins de fer. Bah oui, sans aucune rentabilité. Mais c'est facile. Moi aussi, je peux emprunter de l'argent, allez, je sais pas moi, au Botswana ou au Congo, et je vais faire des projets qui n'ont aucune rentabilité. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Quand on emprunte de l'argent, c'est pour des usines qui vont créer des milliers d'emplois, qui vont offrir un avenir à des milliers de familles algériennes, pas pour faire travailler des Chinois dans les chemins de fer. Combien d'Algériens vont travailler dans les projets de chemin de fer? Vous savez très bien que les Algériens ne travaillent pas dans le désert. J'ai traversé le désert à pied. Ils ne travaillent pas. Ce sont les étrangers qui travaillent. Donc il faut arrêter de mentir au peuple algérien. Si on doit emprunter, c'est pour construire des usines, pour faire travailler des milliers d'Algériennes et d'Algériens. Ça, je suis d'accord. Mais comment vous expliquez qu'on a saboté plus d'une centaine d'entreprises algériennes sous feu Abdelaziz Bouteflika? Comment ça se fait? C'est Vital qui pesait 3 milliards de dollars, aujourd'hui c'est même pas 1,5 milliard. Donc on a saboté des fleurons de l'industrie algérienne pour donner ça à des Turcs, à des Chinois, à des Français comme Total, à Eni. Mais non, c'est pas comme ça qu'on développe un pays. Ce gouvernement n'a aucune vision économique. Je dis bien aucune vision économique. Et je ne suis pas le seul à le dire. Celui qui l'a dit, il est en prison aujourd'hui. Le professeur Djelloul Slama. Comment se fait-il qu'on mette en prison des économistes? Comment ça se fait? En 2026, nous ne sommes pas la Corée du Nord. Nous sommes l'Algérie, le pays de l'Arbi Ben Mehdi, de Mustafa Ben Boulaïd, du colonel Amirouche, d'Ahmed Zabana, de Hassiba Ben Bouali. On n'emprisonne pas des Algériens parce qu'ils ont un avis différent, une opinion différente et une analyse différente. C'est pas ça. C'est pas pour cela que nos Shuhada Rabbi Rahamoum ont sacrifié leur vie, et c'est pas pour cela que nos Moudjahidines ont aussi sacrifié beaucoup pour que notre Algérie devienne indépendante. Non, je refuse de fermer la bouche. Et j'ai décidé de parler pour mettre fin à ce scandale sans nom. Ce gouvernement a échoué. Et puisqu'il a échoué, il faut le remplacer. Et si ce gouvernement ne peut pas être remplacé, il faut l'organisation d'élections présidentielles pour permettre à une nouvelle élite politique, avec à la fois des anciens et des nouveaux, de diriger le pays pour offrir un avenir démocratique, un avenir développé et un avenir de dignité aux 47 millions d'Algériens. Voici le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.